titled Couverture des sommets sous contrainte. And the PhD committee is composed of the following members. Nice Nicolas, chargé de recherche à l'IRIA de Sophie Antipolis, en France. Sobena Eric, professeur à l'Université de Bordeaux en France. Stojakovic Milos, professeur à l'Université des sciences de Novi Sad en Serbie. Moi-même, je suis professeur à l'Université de Lyon, je m'appelle Angela Bonifati et on a des co-encadrants Eric Duchesne, maître de conférences à l'Université de Lyon, et Annie Parot, chargée de recherche CNRS à l'Université de Lyon. So you have 45 minutes to present your work, and then we can start the question and answer session. Donc, bonjour à tous et bienvenue à la soutenance de ma thèse dont le sujet est couverture de sommets sous contrainte. Et donc je vous remercie tous d'être venus ici. Et merci à tous, mais ne nous mentons pas, je sais pourquoi vous êtes tous là. Vous êtes là pour le pot de thèse. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'élaboration d'un pot de thèse, c'est un problème qui, pour un doctorant, est très difficile. C'est un problème qui lui creuse un peu la tête et sur lequel il peut passer plusieurs nuits blanches. On sait quelque chose. Donc, par exemple, une des grosses difficultés, ça va être de trouver comment satisfaire les goûts de tous les invités qui viendront au pot de thèse. Alors, imaginons que j'ai un certain groupe de personnes qui sont invitées à mon pot de thèse et qui aiment tous des plats différents. On a 3 qui aiment la pizza, 3 qui aiment le fromage, 3 qui aiment les gâteaux. La question, c'est comment faire pour que tout le monde trouve quelque chose à manger dans mon pot de thèse. Une solution assez simple, un peu évidente, ça serait de prendre tous les plats possibles et imaginables. Ici, j'ai représenté que certains des plats, mais ça serait une solution qui serait très coûteuse, donc je ne peux pas a priori utiliser cette solution-là. Donc ce qu'on va chercher à faire plutôt, c'est pour un certain nombre de gens dont on sait quels plats ils aiment, trouver le nombre minimum de plats pour que tout le monde apprécie mon pot de thèse. Et en fait, ici, savoir qui de Alice, Bob, Charlie, etc. aime la pizza, en fait, c'est pas très important pour réussir à faire en sorte que tout le monde trouve quelque chose qu'il aime. Donc on peut un peu oublier qui aime quoi. On peut abstraire un petit peu et remplacer ces différentes personnes par des points. Et en fait, aussi savoir que cet ensemble qui entoure ces 3 points, c'est la pizza qu'ils aiment, ben, c'est pas très important non plus en fait, pour réussir à couvrir de façon minimale. Donc là aussi, on peut un peu oublier quels plats correspondent à quels ensembles. Et du coup, on va se retrouver avec un problème plus abstrait, dans lequel on a un certain ensemble de points qu'on peut appeler sommets, un certain ensemble d'ensembles sur ces points qu'on peut appeler hyperarêtes, avec une structure qui est celle qu'on peut appeler un hypergraphe. On va demander quel est le nombre minimum d'hyperarêtes qu'on peut sélectionner dans notre hypergraphe, de telle sorte que chaque sommet de notre hypergraphe soit contenu dans l'une des hyperarêtes. Alors ce problème-là, c'est un problème qui est très connu en informatique théorique. C'est un problème qu'on appelle de la couverture par ensemble. Donc c'est un problème extrêmement étudié, fondamental, et c'est le problème autour duquel va s'articuler ma thèse. Donc ici, si on reprend l'hypergraphe qu'on a là, trouver une façon minimale de couvrir tous les sommets de l'hypergraphe, c'est très simple. Ici, on peut voir que ces 2 ensembles suffisent et qu'il en faut au moins 2, donc on va bien s'en sortir. Par contre, si jamais on était dans un cas plus complexe, avec plus de sommets, plus d'hyperarêtes, trouver la façon minimale de couvrir tous les sommets de notre hypergraphe, ça peut s'avérer un peu complexe. Et en fait, on peut même montrer que ce problème-là est template complet. C'est un des premiers problèmes qui a été montré comme étant template complet. C'est un problème très difficile, très général. Et donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que dans la plupart des cas, on ne va pas étudier ce problème tel quel. On va l'étudier en l'appliquant à une certaine structure. Donc, par exemple, dans certains cas, on va avoir sur nos sommets des relations binaires. On va savoir que, par exemple, c'est des gens, ils ont une relation d'amitié entre eux. Ou des sommets vont avoir des relations binaires, et du coup, la structure qu'on va avoir, c'est celle d'un graphe. Et du coup, on va vouloir construire un hypergraphe à partir de notre graphe.
une façon de le faire, c'est de prendre pour chaque arête, créer une hyperarête. Et du coup, si on cherche à couvrir avec pour ce type d'hypergraphe, donc faire de la couverture par ensemble, c'est le problème de couverture par arête. Mais ce n'est pas les seules hyperarêtes qu'on peut faire pour un graphe donné. On peut aussi, pour chaque sommet de notre hypergraphe, créer l'hyperarête de son voisinage fermé. Donc lui plus tous ses voisins. Du coup, si on cherche à faire de la couverture d'ensemble pour ce hypergraphe-là, on obtient le problème de la domination. Je reviendrai dessus un petit peu plus tard. La structure de graphe, ce n'est pas la seule structure à laquelle on peut s'intéresser. On peut aussi parfois s'intéresser à des structures plus géométriques. Du coup, si je reviens par exemple à mon problème d'hypothèse, on a un certain ensemble de personnes qui sont disposées dans une salle. Et qu'est-ce que les gens aiment bien faire dans une hypothèse? Ils aiment bien boire. Du coup, on va vouloir placer des bouteilles à proximité de chaque personne. Donc ici, en plaçant 2 bouteilles qui ont un certain rayon d'action, je vais réussir à faire en sorte que tout le monde dans mon hypothèse soit suffisamment proche d'une des bouteilles. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a des points dans le plan et qu'on va chercher, qui sont donc caractérisés par des distances euclidiennes, et on va aller chercher à les couvrir par des disques d'un certain rayon. Et du coup, avant, on avait une structure, celle de graphe, donc une structure de mathématiques discrète, et ici, on a plus une structure géométrique. Et du coup, comme je l'ai dit, ma thèse s'articule autour du problème de la couverture par ensemble. Donc, on va étudier des problèmes dans ces différentes structures possibles, mais on va aussi étudier finalement des variations de la couverture par ensemble. Donc, en fait, au cours de cette thèse, j'ai étudié 4 problèmes différents. Le nombre géodésique fort, pour lequel on s'intéresse à couvrir par des plus courts chemins. Le jeu de domination maker-breaker, pour lequel on va faire un jeu sur de la domination. La domination de puissance, pour laquelle c'est de la domination, mais avec de la propagation. Et enfin, l'identification de points dans le plan en utilisant des disques, qui est donc une variante géométrique de notre problème, avec de l'identification. Aujourd'hui, je ne vais vous parler que de 2 de ces 4 problèmes, le jeu de domination maker-breaker et l'identification de points dans le plan en utilisant des disques. Commençons par le jeu de domination maker-breaker. Tout d'abord, je vais vous rappeler un petit peu plus en détail ce que c'est que la domination. Donc, on a un graphe G, un ensemble d'arêtes, un ensemble de sommets, un ensemble d'arêtes, et un ensemble dominant de G, c'est un ensemble de sommets de notre graphe, de telle sorte que tous les sommets sont soit dans cet ensemble, soit voisins d'un sommet de cet ensemble. Donc, ici, par exemple, on a un ensemble dominant. Tous les sommets sont soit rouges, soit à côté d'un sommet rouge. Et ici, on a aussi un ensemble dominant. Et du coup, comme je le disais un peu plus tôt, ça revient bien à un problème de couverture par ensemble en faisant l'hypergraphe dont les hyperarêtes sont les voisinages fermés. Donc ici, ce qu'on va étudier, ce n'est pas la domination en elle-même. Comme j'ai dit, on va faire un jeu sur la domination. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi faire? Pourquoi faire un jeu sur la domination? Eh bien, ici, la domination, par exemple, si on essayait de voir un petit peu une application réelle de notre problème, on pourrait dire que c'est un problème où on essaie par exemple de surveiller des nœuds dans un réseau en plaçant des capteurs. Et du coup, dans une situation idéale, le problème de domination nous permettrait de les placer de façon idéale. Mais bien souvent, dans les cas réels, il y a des défaillances. Il y a des cas où on ne va pas pouvoir faire ce qu'on veut. Du coup, une façon de modéliser ces défaillances, de pouvoir s'en sortir malgré des défaillances aléatoires, c'est d'utiliser un jeu. Il va y avoir un joueur qui va essayer d'optimiser, donc d'avoir notre ensemble dominant optimal pour notre situation. Un autre joueur qui va essayer de l'en empêcher. Et du coup, si jamais on arrive à s'en sortir contre un joueur qui essaye de nous empêcher d'atteindre notre objectif, on réussira aussi à s'en sortir si jamais il y a des défaillances aléatoires. Donc, il existe déjà plusieurs jeux sur la domination. Donc, il y a le premier jeu de domination qui a été introduit date de 2002 avec Alon et al, dans lequel 2 joueurs orientent des arêtes d'un graphe. Le jeu de domination dont je vais le plus parler, donc je vais vous parler un peu plus à l'instant, c'est le jeu de domination, je crois, qualité classique, qui a été beaucoup étudié, introduit par Brézard et ses co-auteurs. Et enfin, un peu plus récemment, il y a un autre jeu de domination qui a été introduit, dans lequel 2 joueurs essayent de construire 2 ensembles dominants différents. Alors, qu'est-ce que c'est que le jeu de domination que j'ai appelé classique? Dans ce jeu, on a 2 joueurs, qu'on va appeler Dominator et Stoller, qui vont alternativement sélectionner les sommets d'un graphe. Et ce faisant, ils vont construire ensemble un ensemble dominant. Dominator veut que l'ensemble qu'il construit soit le plus petit possible, il essaye d'optimiser. Et Stoller, au contraire, essaye de faire en sorte que cet ensemble soit le plus grand possible.
il essaye de le gêner. Ici, par exemple, une partie possible, c'est Dominator joue là, Stoller joue là, Dominator joue là. Et ici, donc, la partie se termine en 3. Du coup, ce à quoi on va s'intéresser, c'est qu'est-ce qui se passe si les deux joueurs jouent parfaitement, combien de coups va durer la partie. Ce problème-là, c'est un problème qui est p-space complet. Alors c'est très intéressant que ce problème-là soit p-space complet, parce qu'avant je vous ai dit que le problème de couverture par ensemble était un problème NP complet, et sinon on a un saut de complexité. Et donc on reparlera un peu de problème p-space complet un peu plus tard dans cet exposé, mais comment ça se fait qu'on a ce saut de complexité? En fait, bien souvent, dans les jeux combinatoires, pour voir qu'un joueur a une stratégie gagnante, il semble qu'il n'y ait pas de moyen plus efficace, a priori, que de regarder tous les coups possibles pour l'adversaire. Ce qui explique cette complexité. Alors, le problème dont je vais vous parler aujourd'hui n'est pas l'un de ces trois problèmes-là. Nous avons introduit un nouveau problème qui, justement, prend ses sources dans le fait qu'on voulait justement modéliser des défaillances. Or, ici, pour ces trois problèmes-là, les joueurs ont les mêmes coups possibles. Ils font les mêmes choses. Ici, par exemple, dans le jeu de domination le plus classique, Stoller participe à la construction d'un ensemble dominant. Alors que si on voulait modéliser justement des défaillances, on voudrait plutôt que Stoller puisse empêcher la construction d'un ensemble dominant. C'est pour ça que nous avons introduit le jeu de domination Maker-Breaker. Encore une fois, on a un graphe, des ensembles de sommets, d'arêtes. On a deux joueurs, Dominator et Stoller, qui vont alternativement sélectionner des sommets du graphe. Sauf que cette fois-ci, les sommets que Stoller sélectionne ne sont pas ajoutés à l'ensemble dominant. Et du coup, il est possible que Dominator ne puisse pas construire un ensemble dominant. Dans notre cas ici, Dominator va gagner s'il réussit à construire un ensemble dominant, et Stoller va gagner si elle réussit à empêcher Dominator de construire un ensemble dominant. Un exemple de partie possible, ce serait Dominator joue là, Stoller joue là, Dominator joue là. Ici, on voit que Dominator a bien dominé le graphe, Dominator a gagné. Une autre partie possible, ça serait Stoller joue ici, Dominator joue là, Stoller joue ici. Le sommet qui est en bas à gauche pour vous est isolé, c'est-à-dire que ce sommet et tous ses voisins ont été joués par Stoller. Dominator ne pourra jamais dominer ce sommet, donc Stoller a gagné. Du coup, la question c'est qu'est-ce qu'on va chercher à savoir sur ce jeu? Donc, avant, on cherchait à connaître le nombre de coups. Ici, ce qu'on va plutôt chercher à savoir, c'est quel joueur a une stratégie gagnante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'en fait, comme on est dans un jeu à deux joueurs, à information complète et finie, il existe forcément l'un des deux joueurs qui dispose d'une stratégie gagnante. Et on va s'intéresser à savoir quel est le joueur qui dispose d'une stratégie gagnante. En fait, on va regarder ça pour deux cas différents. Qu'est-ce qui se passe quand c'est Dominator qui commence sur le graphe, et qu'est-ce qui se passe quand c'est Stoller qui commence sur le graphe. En fait, ça nous donne 4 issues possibles. L'issue d'un graphe, c'est qui c'est qui gagne. Donc ici, on va dire qu'un graphe est d'issue D si Dominator gagne quand il commence ou quand Stoller commence. Donc l'issue est S quand c'est toujours Stoller qui gagne. Pour Dominator gagne D et Stoller gagne pour S. L'issue est N quand c'est toujours le premier joueur qui gagne, pour Next Player Wins. Et l'issue est P quand c'est toujours le deuxième joueur qui gagne, pour Previous Player Wins. Donc ces deux dernières notations sont des notations issues de la théorie des jeux combinatoires. Et donc voilà. Donc le but pour ce jeu-là, ça va être de savoir, pour un graphe donné, dans quelle catégorie il est. Donc, on va faire un petit entracte. Quelque chose dont je ne vous avais pas parlé pour l'instant, c'est que le jeu de domination Maker-Breaker, en fait, il s'inscrit dans une classe de jeux plus grande qu'on appelle les jeux Maker-Breaker. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un jeu Maker-Breaker? On a un hypergraphe, donc un ensemble de sommets et d'hyperarêtes. On va avoir deux joueurs, Maker et Breaker, qui vont alternativement sélectionner des sommets d'un hypergraphe. Maker va gagner si, à un moment donné, il va réussir à sélectionner tous les sommets d'une des hyperarêtes. Donc, un des jeux Maker-Breaker les plus connus, c'est le jeu de Hex, mais il en existe depuis plus longtemps encore. Et du coup, le jeu de Hex, dont Nash a montré que le premier joueur, donc, qui peut être considéré comme Maker, a une stratégie. Et donc, notre jeu de domination Maker-Breaker est bien un jeu Maker-Breaker. Comment ça se fait? En fait, si on a un graphe donné, une chose qu'on peut faire, c'est construire l'hypergraphe dont les hyperarêtes sont tous les ensembles dominants. Ce faisant,
si Dominator réussit à sélectionner entièrement tous les sommets d'une de ces hyperarêtes, il va bien dominer le graphe. Mais une autre façon de le voir, c'est de prendre l'hypergraphe dans lequel les hyperarêtes sont les voisinages fermés. Donc un sommet et tous ses voisins. Et donc à ce moment-là, si Stoller réussit à sélectionner entièrement tous les sommets d'une des hyperarêtes, Stoller va bien empêcher Dominator de dominer le graphe et gagner. Donc on a déjà les résultats qui existent sur les jeux Maker Breaker. Par exemple, on sait que il est impossible, si un joueur gagne en tant que deuxième joueur, Maker, à ce moment-là aussi, il va aussi gagner en tant que premier joueur. Donc ce que ça veut dire, c'est que ce n'est jamais intéressant de passer son tour. C'est toujours bien de jouer. Une autre chose qu'on peut dire, c'est qu'en fait, parmi les 4 issues dont je vous avais parlé avant, il n'y a pas de graphes qui sont dissupés. Ça n'existe pas. Et un autre résultat qui va nous intéresser sur les jeux Maker Breaker, c'est qu'ils sont dissupés, c'est que décider de l'issue d'un jeu Maker Breaker, c'est un problème qui est Peacemaker. Revenons à présent à notre jeu de domination Maker Breaker. On sait que l'issue P n'existe pas. Une question qu'on peut naturellement se poser, c'est est-ce que les autres issues existent? Eh bien oui. Il existe des graphes pour toutes les autres issues. Et si on joue sur le chemin à 3 sommets P3 et que Dominator commence, il joue au centre et gagne immédiatement. Jamais c'est Stoller qui commence, elle peut jouer au centre. Quoi que fasse Dominator, Stoller va réussir à isoler un sommet et donc gagner. Ici, sur ce graphe-là, le premier joueur gagne toujours, et donc le jeu est N. Au contraire, si jamais on regarde le graphe P4, je ne vais pas m'apesantir sur tous les coups possibles et imaginables, mais on peut montrer que si Dominator commence, il va gagner, et si au contraire, c'est Stoller qui commence, Dominator va aussi gagner. Allez, au contraire. Donc ici, le graphe est dissuadé. Et en fait, je m'arrête un petit peu ici, on peut généraliser ça à tous les chemins. Donc il est assez facile de montrer que tous les chemins qui ont un nombre impair de sommets sont d'issue n, et que tous les chemins qui ont un nombre pair de sommets sont d'issue d. Et enfin, donc pour la dernière issue, si on regarde ce graphe-là, et que Dominator joue d'un côté, Stoller peut jouer de l'autre côté, et Stoller va réussir à gagner, alors même que Dominator a commencé. Donc comme on sait qu'il n'y a pas de graphe d'issue P, Stoller va aussi gagner si c'est elle qui commence, et donc ce graphe-là est d'issue S. Donc on sait que ces issues-là existent. Du coup, à présent, une question naturelle, c'est est-ce que c'est facile de savoir si un graphe donné a une issue donnée, une certaine issue? Et en fait, on peut voir que pour certains graphes, il est facile de voir, enfin, il existe une façon de voir qu'ils sont d'issue D. Par exemple, quand on peut couvrir un graphe donné par des clics de taille au moins 2, à ce moment-là, ce graphe sera forcément d'issue D. Par exemple, ici, on peut couvrir par 2K2 et 1K4. Et si à un moment donné, Stoller joue dans une des cliques, Dominator peut répondre dans un autre sommet de la clique et dominer entièrement la clique. Et ainsi de suite pour toutes les cliques. Donc ici, Dominator va bien gagner. Mais quelque chose qu'on peut remarquer sur ce graphe-là, c'est qu'en fait, peut-être qu'on n'avait pas besoin que ça soit un K4. Par exemple, si j'enlève cette arête-là, la stratégie de Dominator restera la même et lui permettra quand même de dominer le graphe. Bon, en fait, on va peut-être chercher une stratégie, enfin, une partition un peu plus subtile. Et donc, en fait, ici, ce qu'on a là, c'est ce qu'on pourrait appeler dans les jeux Maker Breaker classiques une stratégie d'appareillement. Et du coup, pour notre cas particulier du jeu de domination Maker Breaker, on va dire qu'on a un ensemble dominant par appareillement, c'est un ensemble de paires de sommets, tel que si Dominator joue dans une des paires, il va gagner. Un peu plus formellement, donc, on a un ensemble de paires de sommets où tous les sommets sont disjoints. Et si jamais on fait l'intersection des sommets de la même paire, on fait l'union de toutes ces, enfin, des voisinages des sommets de la même paire, on fait l'union de toutes ces intersections, ça couvre bien le graphe. Alors à ce moment-là, on a un ensemble dominant par appareillement. Et si on a un ensemble dominant par appareillement, Dominator aura une stratégie gagnante. Une question naturelle à présent, c'est est-ce que c'est facile de savoir si un graphe donné a un ensemble dominant par appareillement? Hélas, ce n'est pas le cas. On peut montrer que savoir si un graphe est dominant, admet un ensemble dominant par appareillement est un problème qui est NP complet. C'est ce que nous avons prouvé en faisant une réduction de puissance. Et en fait, ces ensembles dominants par appareillement, on aimerait
pouvoir dire que quand même ça nous permet de dire si un graphe est d'issue D ou pas. Mais ce n'est pas le cas. Il existe des graphes qui sont d'issue D et qui n'admettent pas d'ensemble dominant par appareillement. Donc les ensembles dominants par appareillement ne nous permettent pas de caractériser les graphes qui sont d'issue D. On revient donc à notre problème de départ. Comment est-ce qu'on fait pour connaître l'issue d'un graphe? Est-ce que c'est facile de connaître l'issue d'un graphe? Bien, au contraire, on peut montrer que connaître l'issue d'un graphe pour le jeu de domination Maker-Breaker est un problème qui est P-space complet. On montre ça en faisant une réduction depuis les jeux de domination, les jeux Maker-Breaker classiques. Donc pour un hypergraphe donné pour le jeu Maker-Breaker, on va construire un graphe biparti dans lequel chaque sommet, une des parties correspond au sommet de notre hypergraphe et une autre des parties va correspondre aux hyperarrêts de notre hypergraphe. Et donc dans ce graphe biparti, donc dans notre jeu Maker-Breaker de départ, si Breaker gagne, à ce moment-là, Dominator aura une stratégie gagnante dans le graphe biparti en suivant les mêmes coups. Je ne vais pas détailler cette preuve. Et de la même façon, si Maker a une stratégie gagnante dans l'hypergraphe de départ, à ce moment-là, Stoller va avoir une stratégie gagnante dans le graphe biparti. Comme ça. Donc, le jeu de domination Maker-Breaker est P-space complet, et il est d'ailleurs P-space complet pour les graphes bipartis. Et en fait, si pour la partie qui correspond au sommet de l'hypergraphe, au lieu d'en faire un indépendant, on faisait une clique, donc on connectait tous ces sommets-là, la preuve serait la même, ça marcherait de la même façon. Et du coup, c'est aussi P-space complet pour les split graphes, et donc les graphes graphes. Donc nous avons pour l'instant les complexités suivantes. Donc on sait que ces graphes-là sont P-space complets, et comme on l'a dit plus tôt, c'est facile de savoir si un chemin donné est d'issue N ou D, donc c'est polynomial pour le chemin. La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui se passe pour une classe de graphe qui est entre celle dont on sait que c'est P-space et le chemin, donc par exemple les arbres. Qu'est-ce qui se passe pour les arbres? Est-ce que c'est facile ou pas sur les arbres? Donc pour savoir ça, en fait, déjà on va regarder un peu ce qui se passe de plus près sur les chemins. En fait, si on a un chemin donné et qu'on retire un P2 pendant à ce chemin, l'issue ne change pas. Donc si on a donc ici on a P6, on retire un P2, on obtient un P4. L'issue reste D. Donc pour tous les graphes, les chemins pairs, si on retire un P2, l'issue reste D. Et pareil, pour les chemins d'ordre impair, si on retire un P2, l'issue ne change pas. Du coup, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est le cas pour tous les graphes? Est-ce que si on retire des P2 pendant à n'importe quel graphe, l'issue ne va pas changer? Et en fait, même, est-ce qu'il y a d'autres graphes tels que si on les retire, l'issue ne change pas? Donc, pour formaliser un petit peu cette idée de retirer un graphe sans changer l'issue, on introduit une opération qu'on appelle l'opération de collage. On a deux graphes G et H, un sommet U de G et un sommet V de H. On va dire qu'on les colle quand on fusionne les sommets U et V. Et donc ce nouveau sommet a le même voisinage que U dans G et le même voisinage que V dans H. On a cette opération de collage. Et du coup, on va demander est-ce qu'il existe des graphes munis d'un certain sommet qui sont neutres pour l'opération de collage. C'est-à-dire que si je les colle à n'importe quel autre graphe sur n'importe quel autre sommet, l'issue pour le jeu de domination Maker-Breaker ne change pas. Eh bien oui, il en existe. On peut montrer qu'il en existe. On peut même les caractériser. Donc un couple GU est neutre si et seulement si G est d'issue N et G privé de U est d'issue D. Et du coup, voilà par exemple des graphes qui sont neutres. Et en particulier, P3 est neutre pour le collage. Et donc ça veut bien dire que pour tout graphe donné, si on retire un P2 pendant, l'issue ne change pas pour le jeu de domination Maker. Donc à présent, on peut essayer d'appliquer ça aux arbres et voir un petit peu ce qui se passe. Donc, si je prends un arbre donné, je peux retirer un P2, etc. jusqu'à ce qu'on ne puisse plus retirer de P2 pendant. Donc ce graphe-là, cet arbre-là qu'on voit ici, je vous l'avais déjà montré un peu plus tôt. On sait qu'il est d'issue S, et donc en fait, l'arbre qu'on avait au départ était aussi d'issue S. Et en fait, cette manière de retirer des P2 pendant de façon jusqu'à ce qu'on n'en ait plus, en fait, ça peut se faire facilement de façon polynomiale. Or, ce qu'on peut montrer, c'est qu'en retirant des P2 pendant, on n'a que 4 cas possibles. Soit on a tout enlevé, il ne reste plus rien. Donc ça veut dire que notre graphe de départ admettait un couplage parfait. Soit on a un sommet, soit on a une étoile, soit on a un graphe qui a au moins 2 sommets qui sont chacun voisins d'une feuille. Et donc
potentiellement, donc ça ne serait pas le cas précédent. C'est le dernier. Et pour chacun de ces cas-là, on peut facilement déterminer l'issue. Donc il est facile de déterminer l'issue du jeu de domination maker-breaker dans les arbres. On peut peut-être s'attarder sur les arbres qui sont discutés. Donc comme je l'ai dit, ce sont les arbres qui admettent un couplage parfait. Et en fait, les couplages parfaits sont des ensembles dominants par appareillement. Et ce sont d'ailleurs les seuls ensembles dominants par appareillement sur les arbres. Donc en fait, pour un arbre donné, il est dissuadé si et seulement si il admet un ensemble dominant par appareillement. La condition qui était juste suffisante auparavant devient nécessaire et suffisante sur les arbres. À présent, revenons un peu à nos complexités. Maintenant, nous savons que ce jeu-là est polynomial sur les arbres. On peut montrer aussi qu'il est polynomial sur les cographes. On fait ça en montrant que le jeu de domination maker-breaker se comporte très bien pour l'union et le joint. Et du coup, on peut encore une fois se demander qu'est-ce qui se passe sur des classes qui sont entre celles dont on sait que c'est P et entre celles dont on sait que c'est P. Donc, pour l'instant, ce serait donc des pistes de recherche. Quelque chose d'autre qui serait intéressant de regarder, c'est, comme je vous l'ai dit, pour les arbres, ils sont dissuadés si et seulement si ils admettent un ensemble dominant par appareillement. On a une condition nécessaire à suivre. On pourrait se demander pour quelle classe de graphe est-ce que c'est le cas. Pour quelle classe de graphe est-ce que les graphes sont dissuadés si et seulement si ils admettent un ensemble dominant par appareillement. Donc, pour ces classes-là, c'est le cas pour les chemins, les arbres et aussi pour les cographes. On peut le montrer. Et du coup, une question qu'on peut se poser, c'est, ici on voit que c'est toutes les classes qui sont P ont cette propriété. Du coup, ça serait peut-être bien d'essayer de regarder le lien entre le fait d'être P et le fait d'avoir cette propriété. Pour ce jeu de domination maker-breaker, j'ai effectué avec d'autres co-auteurs différents travaux. Donc j'ai travaillé sur la question de savoir si Dominator gagne, combien de coups est-ce qu'il lui faut pour gagner. Ici, on revient de nouveau à un paramètre et plus seulement à déterminer l'issue. Donc pour ça, nous avons montré que la différence de ce nombre de coups quand Dominator commence et quand Stoller commence peut être arbitrairement grande. Nous avons montré que déterminer ce nombre était P-space complet, même dans le cas où on sait que Dominator gagne. Et on l'a résolu pour les cycles et les arbres. Nous avons aussi étudié le jeu de domination totale, maker-breaker, donc une variante par domination totale, et une variante avoider-enforcer, où quelque part les rôles sont inversés. D'autres pistes de recherche qui seraient intéressantes à étudier à l'avenir, c'est étudier le nombre de dominations, donc le maker-breaker pour les cographes, le nombre de coups pour Dominator pour gagner. Car nous savons que trouver l'issue est polynomiale sur les cographes, mais nous ne savons pas comment faire pour trouver le nombre. Ça serait intéressant de voir s'il y avait un gap de complexité entre les deux. Et aussi, les ensembles dominants par appareillement semblent des choses qui sont intéressantes à étudier en soi, et ça pourrait être intéressant de continuer leur étude. Donc ceci conclut la partie de cet exposé sur le jeu de domination maker-breaker. Et à présent, je vais vous parler de l'identification de points dans le plan par des disques. Pour rappel, l'identification de points dans le plan par des disques, c'est une variante d'identification sur un aspect géométrique. Qu'est-ce que c'est que l'identification déjà? Revenons encore une dernière fois à mon pot de thèse. Alors, je me promène dans la salle et je trouve une assiette propre, si ce n'est qu'il y a 2 aliments dedans qui n'ont pas du tout été touchés. Il n'y a pas de trace d'autres aliments. À qui appartient cette assiette? Fort heureusement, la manière dont j'ai choisi mes plats par rapport à mes invités fait que peut-être que je vais pouvoir trouver à qui appartient cette assiette. En effet, donc si on regarde ici la distribution des plats et des invités, on voit qu'il n'y a qu'une seule personne qui aime le gâteau, les brocolis, mais qui n'aime pas les cupcakes. C'est cette personne. Et en fait, ici, la disposition des plats que j'ai choisis fait en sorte que si j'avais trouvé n'importe quelle assiette, j'aurais pu savoir à qui appartenait cette assiette. C'est ce qu'on peut appeler une propriété d'identification. Et c'est ce qu'on va chercher à obtenir. Donc, revenons à présent à nos hypergraphes. J'ai un hypergraphe donné. Et en fait, je vais chercher un sous-ensemble de mes hyperarêtes, tel que chaque sommet soit dans une hyperarête, et que chaque paire de sommets soit séparée par l'une des hyperarêtes. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est dans une hyperarête et l'autre qui ne l'est pas dedans. Par exemple, ici,
cet ensemble d'hyperarêtes-là est un ensemble identifié. Et donc, ce problème-là a été étudié depuis déjà de nombreuses années sous le nom déjà de test couvrant, et aussi est étudié sur les graphes sous la forme des codes identifiants. Et en particulier, les graphes de disque unitaire et les graphes d'intervalle unitaire ont un peu un aspect géométrique qui est proche des travaux que je vais effectuer. D'ailleurs, quels sont ces travaux? Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un aspect géométrique. Donc, on a un ensemble donné de points dans le plan. Et ce qu'on va chercher à trouver, c'est un ensemble de disques tel que chaque point soit couvert par l'un des disques, soit à l'intérieur des disques, et que pour toute paire de points, on puisse trouver un disque qui les sépare. Donc ces disques-là, je peux les choisir de n'importe quel rayon, de n'importe quel centre, mais je vais trouver ces disques-là. Donc par exemple, ici, dans notre cas, j'ai bien un ensemble de disques identifiants. Ce point rouge-là, c'est le seul qui est à l'intérieur d'uniquement ce disque-là. Et ce point rouge-là, c'est le seul qui est à intersection uniquement de ces deux disques-là. Ce qu'on va chercher à faire, c'est de trouver le nombre minimal de disques permettant d'identifier P. Alors ici, ces travaux-là, d'identification par les disques, c'est aussi très proche d'autres travaux existants qui ne sont pas liés à l'identification, mais plus à la séparation. Donc, il existe déjà des travaux sur les ensembles convexes, donc je vais revenir un petit peu dessus, par Gardner et Toth. Aussi par la séparation par des lignes. Pourquoi on s'intéresse un peu à la séparation par des lignes? Parce que quelque part, en fait, des lignes, c'est juste que des disques de très très grands rayons, voire rayons infinis. Du coup, pour ce problème-là, on va s'intéresser à deux choses. Donc, on va s'intéresser aux bornes sur gamma I dp, donc sur le nombre minimal de disques, et la complexité pour trouver gamma I dp. À présent, intéressons-nous aux bornes. Pour trouver la borne inférieure, on peut voir que, en fait, il est connu que si on intersecte k disques entre eux, on obtient k carré moins k plus une intersection possible. Donc ici, l'intersection de 4 disques fait 13 zones. Or, si jamais on a des points qui sont disposés de telle sorte qu'ils puissent être justement dans les k carré moins k plus une intersection de k disques, bah c'est la forme optimale quelque part pour cette disposition de points. Donc en fait, ça nous dit que pour un ensemble donné de points, ils peuvent être identifiés par au minimum racine de n disques. Quelque chose qui est intéressant ici, c'est que si on s'intéressait à la place au test couvrant, donc à l'identification dans les hypergraphes, en fait, il existe des hypergraphes où il suffit de log n hyperarêtes pour identifier tous les sommets d'hypergraphes. Donc ici, on a un écart entre ça. Pour ce qui est de la borne supérieure, donc ici, on va réutiliser le résultat de Gardner et Toth, qui nous dit que gamma I dp sont inférieurs ou égal à n plus 1 sur 2. Comment est-ce qu'on fait pour trouver ça? Ce qu'on va faire au départ, c'est qu'on va séparer nos ensembles de points en deux en utilisant une droite. Donc encore une fois, un disque de rayon arbitrairement grand. Et une fois qu'on a fait ça, on va s'intéresser à l'enveloppe convexe des points qu'on a. On va s'intéresser au sommet qui intersecte notre enveloppe convexe le plus haut possible. On va prendre un disque qui contient les deux points de ce segment. Ensuite, ces deux points sont isolés entre eux car ils sont séparés par la droite qu'on a mis au départ, et ils sont séparés de tous les autres par le disque qui les contient. À présent, on va pouvoir prendre l'enveloppe convexe des points restants et réitérer. On va prendre le disque qui contient les deux points qui intersectent le segment, et ainsi de suite. Ça va nous permettre d'identifier tous les points en n plus 1 sur 2 disques. Alors cette borne-là, elle est atteinte aussi. Elle est atteinte dans le cas déjà où les points sont tous alignés. En effet, si jamais on a n points qui sont tous alignés, il faut donc séparer chaque paire de points. Donc il faut qu'il y ait un disque qui passe entre chaque paire de points. Il faut aussi qu'il y ait un disque qui passe avant le premier point et après le dernier point. Donc il y a n plus une zone dans laquelle nos disques doivent passer. Or, un cercle intersecte une ligne au plus de points. Donc il nous faut bien n plus 1 sur 2 disques. Et donc en fait, cette borne elle est aussi atteinte dans le cas à un près, dans le cas où les disques sont tous disposés sur un cercle. Du coup, quelque chose qu'on peut se dire, c'est qu'est-ce qui se passe si on interdit ça? On ne veut pas qu'il y ait de points alignés, et on ne veut pas qu'il y ait de points sur le même cercle.
Bien, dans ce cas-là, donc si on veut pas, dans le cas où il n'y a jamais 3 points collinaires alignés et 4 points cocycliques, on réussit à trouver une borne qui est meilleure, qui est de l'ordre de n sur 3, là où précédemment elle était de l'ordre de n sur 2. Comment est-ce qu'on fait ça? Donc on va utiliser un peu la même idée. On va avoir notre ensemble de points, on va vouloir utiliser des lignes pour le séparer en 3 zones qui auront chacune la même taille. Et ensuite, ce qu'on va vouloir faire, c'est trouver un disque avec un point dans chaque zone, exactement. Donc, sauf que trouver un disque avec un point dans chaque zone exactement, c'est peut-être pas facile. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la triangulation de Delaunay. Qu'est-ce que c'est que la triangulation de Delaunay? C'est une triangulation des points du plan, de telle sorte que pour chaque disque de la triangulation, chaque triangle de la triangulation, le cercle circonscrit au point de ce triangle contient uniquement les points de ce triangle. Donc ici, ce disque-là contient uniquement les points du triangle auquel il est associé. Donc ça, une triangulation de Delaunay, ça existe toujours dans le cas où on n'a jamais 4 points cocycliques ou 3 points alignés, ce qui est justement notre cas. Et du coup, une fois qu'on a cette triangulation de Delaunay, on va reprendre notre droite et notre demi-droite qui vont séparer en deux les ensembles de points du plan. Et il suffit à présent de trouver un triangle avec une extrémité dans chaque zone. Et si on trouve ça, bah hop, on a notre disque. Ils sont bien isolés de tous les autres et isolés entre eux par les deux droites. On va pouvoir prendre la triangulation de Delaunay des points restants, de nouveau prendre un disque, etc. Le problème, c'est que en fait, possiblement, la triangulation de Delaunay, il n'existe pas de triangle avec une extrémité dans chaque zone. Comment on va faire pour s'assurer qu'il existe bien un triangle avec une extrémité dans chaque zone? On va utiliser un théorème de Seder de 64 qui dit qu'il existe, pour un ensemble donné de points du plan, il existe toujours 3 droites concurrentes qui permettent de diviser ces ensembles de points en zones qui contiennent chacune n sur 6 points. Et du coup, maintenant qu'on a ça, on va s'intéresser aux zones qui sont non adjacentes, donc par exemple ici les 3 zones grises, et on peut montrer que toute triangulation de Delaunay des points qui sont dans les 3 zones grises, va bien y avoir un triangle avec un point dans chaque zone. Et donc ça va bien nous permettre d'obtenir notre borne de n sur 3 en appliquant notre méthode aux zones grises et aux zones blanches. À présent, intéressons-nous donc à la complexité plutôt de notre problème. Et du coup, pour nous intéresser à la complexité, on va diviser notre problème en différents cas. Qu'est-ce qui se passe si les rayons peuvent être peu importe lesquels, ou qu'est-ce qui se passe si on fixe les rayons à une certaine valeur? Qu'est-ce qui se passe si on peut mettre les centres des cercles, des disques, peu importe où, ou alors si on les fixe sur les points? On peut aussi placer les points peu importe où dans le plan, ou alors les placer alignés sur une ligne. Donc on peut regarder un peu ce qui se passe dans ces différents cas. Déjà, en fait, il y a 2 cas qui ont déjà été étudiés. Le cas où les points sont dans le plan, les rayons fixés et les centres fixés. C'est le cas des codes identifiants dans les graphes de disque unitaire, qui a été résolu en 2009. Et en fait, il y a aussi le cas des codes identifiants dans les graphes d'intervalle, qui ont beaucoup été étudiés, mais dont la complexité est pour l'instant toujours inconnue. Ok, donc il reste aussi le cas qu'on a vu déjà, où les centres pouvaient être quelconques, les rayons quelconques et les points étaient alignés. Donc là, on sait que c'est n plus 1 sur 2, on l'a montré juste avant. C'est la valeur exacte. Et donc pour tous les autres cas, on ne sait pas. Aujourd'hui, ce à quoi on va s'intéresser, c'est le cas où les rayons sont fixés à une certaine valeur. Donc ces 2 cas-là. Donc quand les rayons sont fixés à une certaine valeur, les centres peuvent être n'importe où et les points dans le plan. Nous montrons, à partir du problème de P3 partitions dans les graphes de grille, que ce problème-là est NP complet. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Ça nous permet juste de remplir une case. Maintenant, on connaît la complexité. Et à présent, ce qu'on va s'intéresser, c'est qu'est-ce qui se passe quand les points sont alignés, les rayons fixés et les centres placés arbitrairement. Ici, on peut montrer qu'en fait, ce problème-là peut être résolu en temps linéaire. Alors, ça donnerait quelque chose comme ça. Comment on fait ça? On va montrer que pour tout ensemble de disques, pour tout ensemble de points possibles alignés, il existe des ensembles de disques les identifiant
de taille minimale ayant une certaine forme qu'on pourrait appeler une forme normale. Et ensuite, on va utiliser un algorithme glouton pour trouver retrouver l'ensemble normal de taille minimale. Cet algorithme glouton ici, je ne vais pas le détailler, c'est quelque chose d'assez classique. On va plutôt détailler un petit peu ce qui se passe pour la forme normale. Alors c'est quoi une forme normale? Déjà, en fait, la forme normale s'applique aux différentes composantes connexes. Donc ici, pour un ensemble de points donnés et un ensemble de disques identifiant ces points, les composantes connexes, c'est les points qui peuvent être atteints 2 à 2 dans le même disque. Et donc, un ensemble de disques en forme normale, c'est un ensemble de disques tel que les deux premiers contiennent exactement 2 points et tous les autres au milieu contiennent exactement 3 points. Ici, on a d'autres formes normales. Ce qu'on va pouvoir prouver, c'est qu'il existe toujours un ensemble de disques identifiant minimal en forme normale, minimum en forme normale. Et comment on va faire ça? On va prendre un ensemble de disques identifiant de façon minimale, quelconque, et on peut le transformer. Donc déjà, ensuite, en transformant chaque composante connexe pour qu'elles aient le bon nombre de disques et le bon ordre. Et ensuite, en modifiant les disques de chaque composante connexe, qu'elles correspondent. Donc ici, j'ai passé quelques subtilités. On peut transformer tout ensemble minimal en ensemble sous forme normale. Et ça nous dit bien qu'on va toujours avoir un ensemble minimal de forme normale pour tout ensemble de points linéaires. Ce qui nous permet donc de savoir que ici, ce cas est linéaire. Et du coup, il resterait les 4 autres cas qui sont pour l'instant encore inconnus. Et en particulier, 2 autres cas sont particulièrement intéressants. Donc le cas qu'on avait étudié au départ, où les centres pouvaient être quelconques, les rayons quelconques et les points dans le plan, et les graphes d'intervalle unitaire, qui ont ici les codes identifiants dans les graphes d'intervalle unitaire, ont beaucoup été étudiés, qui sont très proches probablement du problème qu'on vient de résoudre. Ces cas-là semblent intéressants. Donc d'autres choses qui pourraient être intéressantes à étudier pour l'identification du point dans le plan en utilisant des disques, c'est par exemple qu'est-ce qui se passe si on place les points aléatoirement dans un carré de côté 1, donc de façon uniforme, et donc voir un petit peu combien de disques il faudrait pour identifier tous ces points. Et aussi qu'est-ce qui se passe si au lieu de prendre des disques, on prenait d'autres formes convexes. Ou alors si au lieu de se placer dans le plan, on se plaçait dans l'espace et on essayait d'identifier par des sphères. Enfin, pour conclure cette présentation, les différents travaux que j'ai effectués au cours de cette thèse ont été l'objet de différents articles. Donc 2 articles sur le nombre géodésique fort, 3 articles sur le jeu de domination des curvatures, un article sur l'organisation de puissance, et un article sur l'identification par des disques.